Marie. Oui, exactement. Congolaise. Là, je le dis bien en plus. Oui, la deuxième fois, c'est toujours mieux. Vous avez commencé avec 12 ans de la poésie avec un journal. Oui, exactement. Mot à mot. Mot à mot, c'est tout à fait. Mot à mot, c'est un journal que j'ai écrit pour partager un petit peu mes sentiments d'enfant, mon petit journal intime. Et c'est de là que s'est révélée ma passion pour la poésie. Mais vous n'avez pas écrit que de la poésie, puisqu'il y a aussi un roman que vous avez entre les mains qui est issu de votre expérience à Paris. Oui, Black in the City, c'est un roman psychologique et sociétal qui traite de différents sujets, principalement la double culture. Et souvent, on s'interroge sur ce que c'est l'identité nationale. Et j'avais le souhait de dresser le portrait d'une héroïne ancrée dans notre époque, qui balaye tous les stéréotypes qu'on peut entendre sur la femme noire. Ouais. Donc c'est une héroïne afro-congolaise, afropéenne, afrodescendante. Il y a différents termes pour effectivement la... Mal, ouais. Oui, c'est la contraction d'Afrique et Europe. Ouais. Et j'avais ce souhait de rendre un petit peu hommage à la femme noire à travers ce roman. Ce que vous faites aussi dans votre recueil de poésie, d'ailleurs, qui est là. Oui, effectivement, il y a un poème qui s'appelle Reine africaine, et je parle essentiellement de la solidarité entre les femmes, et particulièrement les femmes noires, l'importance de se donner de la force, de se motiver et de s'encourager dans nos combats. Alors là, je vais être vachement plus classe, du coup, je vais faire parler deuxième invité. Voilà, ça passe comme ça. Vous êtes né en Angola et vous vivez dans le Morbihan. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. On est là, on est sur un essai. Donc, oui, on est vraiment sur 3 livres qui sont très différents, 4 ou 5, si on ajoute vos différents écrits. Là, c'est un essai qui s'appelle Terre à Terre, le bracelet électronique de l'Afrique. On parle de la difficulté pour les Africains pour obtenir des visas qui leur permettent de quitter le territoire, ne serait-ce que le temps de vacances. Voilà. En fait, quand on a des choses dans leur configuration. Donc, c'est un sujet éminemment politique, mais on n'a pas forcément conscience. Oui, en fait, les Occidentaux, ils n'ont pas spécialement conscience en fait, des difficultés rencontrées par les habitants du Sud, tu sais, je les appelle comme ça dans mon livre. Et en fait, pour tout est difficile dans tout en fait. Ils choisissent d'aller faire une découverte, ils choisissent d'aller en vacances, ils veulent aller se faire soigner, ils choisissent leur lieu de vie, ils veulent aller s'installer par exemple en Europe, et c'est hyper difficile en fait. Tout est compliqué. Depuis l'obtention d'un visa, parce que dans mon livre, en fait, il y a même la liste. Il y a la liste, en fait, des listes. Dans un consulat lambda en Afrique, des documents à fournir pour obtenir un visa. Et c'est vraiment infantilisant, en fait, parce qu'il faut montrer patte blanche surtout. Alors que, en fait, c'est une comparaison entre les Africains et les Européens. Un Européen, il va se lever un matin, et c'est la première partie de mon livre où je mets en scène des Africains et des Européens dans des situations de vie analogues. Et on voit que chez l'Africain, en fait, chez l'Européen, ça va plus vite. Et les Européens ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. C'est pas de leur faute parce qu'ils sont nés, c'est inné en fait. Ils sont nés, ils ont eu ces passeports-là, ils ont eu ces nationalités-là, ces facilités-là. Et pour eux, c'est acquis. Et donc, ils sont pas au courant. C'est un peu là où vous faites appel justement au Covid, qui affecte les frontières européennes aussi, se sont fermées. Voilà. On va en mettre des périmètres très courts, puisqu'on était même pas les frontières européennes, même seulement nos frontières dans nos villes, dans nos quartiers, parce qu'on a été confinés dans nos maisons, en fait. Les frontières, c'était les portes de nos maisons. On ne pouvait pas, on n'avait pas... Mais c'est vrai que c'était quand même relativement plus simple, quand même, parce qu'on avait, dans des cas de force majeure, on pouvait sortir, on pouvait aller faire nos courses, on pouvait, je sais pas, en fait, on avait nos attestations que les Africains, même dans ces cas-là, dans les cas difficiles, ils n'ont pas les autorisations de sortie. Donc c'était un peu essayer de faire l'amalgame, essayer de montrer par rapport à cette image-là ce que les Africains ressentent au quotidien, leur confinement quotidien en fait. C'était ça. C'était ça. C'était un vaste programme sur lequel on va revenir. Et donc, monsieur Christian Punch. Oui, effectivement. Né à Longevaux, en 83, d'origine camerounaise, et vous êtes donc mathématicien, on en était ce sujet litigieux. Litigieux, un sujet universel, justement. Un sujet universel, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre roman, alors j'en ai 2. J'ai le petit, les vœux de M. Dawkins. Non pas Dickens, mais Dawkins. Mais justement, on voit le clin d'œil, évidemment. Bien sûr. Et Génie et folie, la théorie de l'infini perceptible, où vous faites appel aux mathématiques, justement, pour déployer une théorie, en fait, un homme qui arrive à
la fin de sa vie, il va voir naître sa petite fille, va commencer. C'est naturel, enfin pas naturel, mais c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément, mais quand vous avez un nouveau-né, quand vous avez un nourrisson qui fait un cauchemar, il a 2 mois, il se réveille en sursaut. Bon, les mères auront souvent tendance à penser que c'est parce qu'elles ne sont pas là, ou parce que ceci, ou parce qu'il a faim, et des fois il n'a pas faim, des fois il n'a pas fait sur lui, et il y a vraiment un cri. Et pourquoi on va faire un cauchemar? On a 2 mois de vie, pourquoi on fait un cauchemar? Il y a des questions, il y a des tonnes de questions comme ça qu'on laisse en suspens. Je pense aussi au phénomène de déjà-vu. Quand j'ai rencontré mademoiselle, elle m'a tout de suite serré la main, elle m'a dit ah oui, et donc elle avait l'impression de m'avoir déjà vu. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est des choses qu'on met sous le tapis en fait. Et c'est toute cette, j'allais dire, cette non-rationalité qu'il va essayer d'expliquer. Il va créer toute une théorie. Il y avait donc trois sujets, en tout cas, qui sont très différents. Et en même temps, j'ai quand même réussi à trouver un point commun qui m'a quand même sauté aux yeux. Pour revenir à votre roman, page 162, vous mettez, je pense, donc je suis, j'imagine, donc j'existe. Ce qui était rigolo parce que ça faisait totalement écho au titre de l'un de vos poèmes qui était j'existe, donc je suis. Et là, on peut effectivement parler de la difficulté d'exister, au moins dans le regard des Occidentaux qui n'ont pas conscience des problèmes des Africains. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture, à tous trois, vous a servi à exister? Oui, bien sûr, c'est prendre une part dans l'histoire que d'écrire. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un positionnement avec une double culture où on a beaucoup de difficultés à trouver notre place. Parfois, parmi les gens issus de notre communauté, on est considérés comme des blancs. Le nombre de fois où on s'entend, tu parles comme une blanche, tu t'habilles comme une blanche, et pour autant, on n'est pas blanc. Donc il y a cette difficulté finalement à trouver un petit peu sa place, et en même temps, on a une richesse, parce que parmi les 2 communautés, moi qui suis franco-congolaise, véritablement, j'ai également les codes de ces 2 identités et 2 éducations. Mais il est vrai qu'on est ballotté entre 2 mondes, 2 univers. Il y a un terme que je pense qui peut être associé à cela, c'est le métissage invisible. On n'est pas métisse de par sa couleur de peau, mais de par sa culture. Et il est vrai que la société, encore une fois, fait que nécessairement on est obligé d'aller chercher et de prendre sa place. Et à travers l'écriture, c'est une manière aussi de raconter notre histoire d'une génération à l'autre. Et j'existe, donc je suis, à travers le fait de raconter l'histoire d'une héroïne française qui a cette double culture. C'est un visage de la France dont on parle et qui est malheureusement trop peu visible. Est-ce qu'on se rejoint? Oui, je rejoins totalement Léa, parce que moi en fait c'était plus dans le sens où déjà j'ai des problèmes de mémoire, et donc je me dis écrire c'est quelque chose, ça va rester en fait. Plus tard peut-être que mes enfants vont le lire, peut-être que d'autres personnes vont le lire, et c'est quelque chose qui reste. Et dans mon livre également je parle de la tradition orale de l'Afrique qui ne nous sert pas en fait, on est en train de perdre en fait beaucoup de nos histoires, beaucoup de nos racines. Alors que si on commence à écrire, en fait, si on essaie de réparer ça, ben, on existe. On existe tout le temps, l'écriture, c'est exister. Oui, alors moi, c'est vrai que je rejoins toute cette idée en fait, de communication intemporelle à travers l'écriture. Ce qui est assez bizarre en ce qui me concerne, moi, je savais que j'allais toujours écrire. C'est comment dire, l'écriture, en fait, je le vois comme un moyen. C'est-à-dire que quand je dis j'imagine, on ne se rend pas compte du pouvoir, ce que c'est que d'imaginer en fait. C'est être capable de créer un autre univers, c'est être capable de faire voyager les gens, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et moi je savais que ma créativité à un moment donné, elle débordait. C'est-à-dire que j'ai commencé par le dessin, j'ai fait des bandes dessinées. Et même les romans, au début je trouvais ça assez limitant. Mais ce qui est intéressant avec l'écriture, c'est que quand j'écris quelque chose, je le pose, mais ça vit. Ça vit à travers mon lecteur, et je suis sûr que moi j'ai des retours de lecteurs et je sais qu'il y a une communication qui se passe qui me dépasse même. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que l'écriture, c'est pas forcément poser quelque chose pour l'éternité, c'est laisser vivre quelque chose dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui est magique en fait. C'est ça qui est magique. C'est pas juste le fait d'être éternel, c'est le fait que ça va vivre dans l'esprit des gens. Et je le rejoins parfaitement, c'est qu'il y a une continuité dans l'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'identifier à l'histoire qu'on va raconter, et quand bien même on ne raconte pas notre histoire, il est vrai qu'on peut mettre en lumière des personnes ou des profils de personnes dont on ne parle pas suffisamment, les sans-abri, le récit d'un exilé, pas parce que je l'ai vécu, mais parce que
on est sur des sujets d'actualité et on donne la voix aux sans-voix finalement, à des personnes qui ont naturellement manquent un peu d'existence. Et je le rejoins aussi sur le fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui ne nous appartient plus finalement. Quand une œuvre, de manière générale, les gens se l'approprient et ça traverse ensuite après une époque, une génération. Mais le message est toujours universel parce que je fais référence à ce qu'on me dit parfois par rapport à Black in the City. On me demande si effectivement on n'est pas sur un sujet communautaire. J'ai tendance à répondre que non. Pourquoi? Parce que le journal d'Anne Frank, on est d'accord que c'est l'histoire d'une une jeune fille juive. Pour autant, il y a des messages qui concernent l'humanité finalement. Et c'est ça aussi l'écriture, c'est de transmettre comme ça quelque chose qui est universel et qui va traverser les époques. Mais pour en revenir à vos 3 ouvrages, il y a aussi quand même le désir de comparaison, peut-être aussi, de rapprochement. Vous faites quand même, Christian, le rapprochement entre les mathématiques, parce qu'il va quand même établir les équations et tout. Hein. C'est quand même, on ne sait pas trop dans quoi on est tombé finalement quand on commence à lire. On est dans un roman, on est dans une théorie. Vous faites le rapport. Complètement de la comparaison, justement. Entre comparaison, pour faire ressortir en fait la différence. Ressortir ce qui ne se voit pas. Et est-ce que le fait de passer par l'écrit aussi, justement, en apposant des CERFA, en étant vraiment documenté dans un cas comme dans l'autre, ça permet aussi tout simplement d'avoir une vision qui soit un petit peu plus panoramique? Oui, carrément. Et c'est une thérapie en même temps parce que c'est vrai que mon livre, je ne suis pas écrivain, je me dirais écrivain, mais j'ai ressenti le besoin d'écrire en fait. C'était vraiment une blessure, une cassure et j'écrivais avant, j'écrivais des trucs voilà, pour moi, et jamais je suis allée au bout en fait. Et là, je voulais vraiment aller au bout. Et la première version de mon livre, c'était vraiment quelque chose c'était vraiment affectif en fait. C'était vous, nous. Et après, en relisant, je me suis dit non, il ne faut pas que j'aille comme ça, il ne faut pas que j'aille au contact. Et après, comme j'avais fait dormir le texte, en fait, ma colère était passée. Donc j'étais vraiment beaucoup plus apaisée et c'est vraiment ce côté-là que j'aimerais faire ressortir, c'est que l'écriture en fait c'était une thérapie. Vraiment pour moi, c'est pas pour dire des grandes phrases, c'est vraiment authentique. Pour moi l'écriture ça a été une thérapie. Est-ce que la colère est passée aussi avec le regard que vous a renvoyé les lecteurs qui vous a peut-être permis aussi Oui, j'avais déjà un correcteur, je le savais d'ailleurs. Lui, il a vraiment aidé parce que parfois, il y a des moments où je n'étais pas objective, parce que j'étais en colère. Ouais, voilà. Ça se sent la colère. Lui, son regard, en fait, ses retours, en fait, ont permis à ce que je me dise, que je fasse des analyses un peu plus détachées, en fait, voilà, que je prenne un peu de recul. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que je repense à Monique, génie, l'histoire de thérapie. Génie et folie, à la base, quand vous réfléchissez bien, la différence entre un génie et un fou, finalement, c'est que le fou, il n'est pas compris. Quand on y pense vraiment, le fou, il n'est juste pas compris. Le génie, on le comprend un peu. Et on le comprend un peu, mais le génie, c'est juste qu'il n'est pas compris. Mais lui, il a sa propre perception, le fou. Et il est cohérent avec lui-même. C'est juste que nous, on n'a pas sa cohérence. Et quand j'ai écrit ce livre, c'est vrai que, par exemple, je reconnais quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, etc. Et il peut vous dire, il savait très bien que j'étais un peu fou. Et est-ce que je suis génial ou fou? Et je pense qu'il n'a même pas la réponse aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant... Il est habité. Mais ça aussi, c'est très intéressant, cette expression, il est habité. Et parce que souvent, on me dit, mais comment tu as fait pour écrire autant de livres? Comment tu fais? C'est impossible. Des fois, on me dit même, on m'a parlé de toi, je pensais pas que tu existais. Je pensais que tu étais un mytho. Et moi, je ne fais pas attention à ça, en fait. Mais à un moment, je me suis dit, pour revenir à la thérapie, il fallait quand même que j'explique certaines choses. Et donc, j'ai conscience de ma folie, qui peut aussi paraître géniale, etc. Mais vous l'expliquez à vous-même ou vous l'expliquez au lecteur? Alors, je suis passé par un roman, parce que j'ai pas envie, en fait, c'est pas lié à moi, en fait. Le problème, il n'est pas lié à moi. Il y en a beaucoup de gens qui sont incompris, en fait, finalement. Mais ce qui était intéressant, c'est de mettre le lecteur face à lui-même. Autour de vous, vous avez des gens, vous les estimez fous, mais est-ce que c'est pas vous le fou de ne pas être capable de percevoir que il a sa cohérence interne? Il a sa cohérence interne, il a son équilibre interne. Donc là, le but, c'était que votre livre soit cohérent. C'était le vœu ultime dans l'écriture. Le vœu ultime dans cette écriture, c'est qu'il y a eu une partie de thérapie, une réponse par rapport aux gens qui me posaient beaucoup de questions. Et de l'autre côté, j'ai voulu aussi les mettre face à eux-mêmes, les mettre face à une autre réalité. Est-ce que ce livre a été écrit par un fou ou est-ce que ce livre a été écrit par un génie?
Et si moi je le comprends pas, est-ce que c'est parce que c'est moi qui ai du mal, parce que mes perceptions sont limitées, ou est-ce que tout ce qu'il dit ne rentre pas dans ma réalité? Est-ce que je veux pas que ça rentre dans ma réalité? Et c'est pour ça que ce livre est énorme. Ce qui est intéressant dans un bouquin, c'est qu'on disait qu'effectivement c'est un objet qui est fini, qui va continuer à exister. On a l'impression qu'il n'y aurait presque pas de droit de réponse, puisque finalement vous avez bouclé votre histoire, que ce soit l'émotion que vous procurez, mais vous avez quand même toujours le retour des lecteurs après. Donc là... C'est vrai. Après, la traduction, elle diffère en fonction de l'expérience et du vécu de chaque personne, de chaque lecteur. Je pense que c'est véritablement les individus qui vont en faire, qui vont traduire le sujet qu'on porte à leur façon. Parce qu'effectivement, quand il nous dit est-ce que ça va être traduit comme un fou, mon personnage va être traduit comme un fou ou un génie, c'est chacun qui va avoir sa perception de la chose. Donc c'est vrai que l'œuvre en soi, ce sont les lecteurs qui vont lui donner un relief ou une existence ou du moins une identité. Et je rejoins ce que disait très justement ma collègue sur la partie thérapie. Oui, on écrit avec un sentiment d'urgence pour un exutoire. On a besoin de livrer certaines émotions, de partager certaines injustices. Et il y a des sujets comme ça qui nous paraissent plus urgents que d'autres. Et c'est une véritable thérapie, que ce soit pour soi, mais aussi pour le lecteur qui le reçoit. Beaucoup de personnes ont tendance à dire « Merci, c'est exactement ce que j'ai voulu dire, vous avez employé les mots qui me manquaient ». Et c'est ça qui est intéressant justement dans l'écriture, c'est d'avoir en face des personnes pour qui il y a une résonance et une compréhension assez juste de ce qu'on a voulu au départ exprimer juste en partant d'une émotion. Moi, je voulais rajouter que pour moi, ça n'a pas été que oui, c'est torché, j'ai fait mon livre, c'est posé, ça s'arrête là. Justement, moi, je veux le retour des lecteurs. Je veux qu'ils se reconnaissent dans l'histoire, qu'ils apprennent ce que j'ai voulu leur apprendre. Je ne veux pas que ça n'a pas été juste une thérapie. Ouais, c'est une thérapie pour moi, oui, quand j'ai mis mon point final, mais vraiment, le but, c'était qu'il y ait un retour. Moi, mon but, c'est qu'il y ait un retour. Je ne sais pas pour les autres, parce que moi, je n'ai jamais écrit de roman, je n'ai pas des trucs. Mais c'est vraiment un sujet d'actualité, donc pour moi, il faut qu'il y ait un politique là. Voilà, complètement. C'est la première étape, en fait, de ce que je veux faire. C'était avoir le support, et ensuite, peut-être derrière, il y aura d'autres actions. Après, dans la chronologie, c'est ma vision et ma perception, et je ne fais qu'exprimer ce qui est au départ en fait, la chronologie du pourquoi j'écris. Au départ, c'est un sentiment qui est urgent, je vais l'exprimer par l'écriture, et la récompense, c'est juste la conséquence d'avoir une personne effectivement qui va se reconnaître à travers le sujet qu'on a traité, mais au départ, c'est plus pour un besoin de traiter un sujet qui nous bouleverse en termes d'émotion ou qu'on considère comme une injustice. Mais il y a une grande satisfaction effectivement d'avoir un lecteur qui se reconnaît. Non, j'avais juste une question, on peut interagir un peu. J'en aurai d'autres sûrement après, mais je me disais, on parle d'engagement quand on écrit et tout ça, et je me disais, pour Marie, mais particulièrement, est-ce que quand on écrit un recueil de poèmes ou un roman, on est dans le même état d'esprit? Est-ce qu'il y a une démarche plus engageante dans l'un des styles ou l'autre? Est-ce que c'est la même démarche? Est-ce qu'intellectuellement, est-ce que même émotionnellement, l'implication, quelle est la différence? Moi, j'écris que des romans, des fictions, j'ai pas fait de recueil de poèmes, j'ai pas cette fibre-là, mais comment ça se passe dans le travail de... Voilà, quelle est la différence? La différence, c'est que dans mon cas, on est beaucoup plus juste dans l'émotion à travers la poésie. Ce qui diffère avec un roman, c'est qu'on va créer des personnages, qu'on va nourrir à travers des rencontres, des personnes qu'on va avoir rencontrées. Et la poésie, c'est qu'on est sur quelque chose qui nous est propre. C'est vraiment une émotion qui va être traduite avec le plus de justesse possible. Au niveau de l'engagement, on est sur quelque chose de totalement exact, sauf que c'est juste la forme qui diffère. C'est que je peux tout autant... je me suis engagée de la même façon en écrivant Black in the City pour traiter des sujets de société qui étaient extrêmement importants pour moi. Dans la poésie, on est beaucoup plus dans l'émotion et la traduction est relativement la même en termes d'engagement. Pour autant, le cheminement d'écriture est différent.
ce qui s'est passé pour Black in the City, c'est que j'ai interrogé des personnes, une vingtaine de femmes, qui portaient le sujet sur différentes thématiques, notamment couple mixte, le monde du travail, tous les sujets qui me tenaient à cœur. Je les ai interrogés et j'ai rédigé, si vous voulez, au départ un essai, un peu dans l'idée de partir sur un thème et de donner mon positionnement. Sauf que j'ai considéré qu'il était plus facile de s'attacher à un personnage. On imagine Amanda, elle vit à Paris, elle a 30 ans, c'est plus facile de se projeter que de partir sur l'idée d'un essai. Et la poésie, on est sur quelque chose qui peut être très dramatique au départ, mais le style d'écriture va donner quelque chose de merveilleux à lire pour autant. Parce qu'il va y avoir les rimes, il va y avoir un rythme, une musicalité. Donc on est sur des styles qui sont différents, mais l'engagement, il est tout aussi fort. Mais cette notion justement de prendre un personnage pour passer par le vecteur de l'émotion pour transmettre un message, c'est ce que vous faites aussi finalement en partie aussi, Gloria, en mettant en situation. Oui, c'est exactement ça en fait, c'est exactement le même cheminement, le même but. Et sauf que moi je n'ai pas d'imagination pour écrire un roman. Franchement, le côté imagination, ça c'est pas mon truc. Donc je suis beaucoup plus terre à terre. Donc je préfère les essais et c'est ça que je suis passée dans les essais. Est-ce qu'on pourrait retrouver cette même volonté en tous les cas, alors peut-être pas d'engagement, mais de vulgarisation? Oui, clairement. C'est-à-dire que j'ai hésité même à écrire ce livre. Génie et folie, j'ai vraiment hésité même à l'écrire parce que je sais que ça peut être même dangereux en fait. Et je suis passé par le roman parce que à travers le roman, vous pouvez dire plus de vérité finalement qu'à travers, ça peut paraître bizarre, qu'à travers un essai. J'ai écrit un essai, le manifeste de la raison objective. J'ai écrit un roman, Génie et folie. Pour moi, c'est deux romans très engagés. Dans l'un, on remet en cause la réalité. Dans l'autre, on remet en cause notre système de vie en société. Et vous voyez, remettre en cause la réalité, mais c'est quelque chose, c'est beaucoup plus puissant que je remette en cause juste notre système de vie en société. Mais je suis passé par un roman ici parce que je sais que certaines personnes ne sont pas prêtes. C'est aussi simple que ça. Certaines personnes ne sont pas prêtes, c'est plus facile de s'attacher à ce chercheur un peu perdu, et c'est plus facile de jouer avec les degrés de lecture. Certains vont s'arrêter à sa folie, certains vont zapper un peu les mathématiques, d'autres vont se concentrer sur les maths, et on va arriver à quelque chose d'autre, c'est-à-dire ils vont avoir lu le même livre, sous des angles totalement différents, et en sortir avec d'autres formes de richesse. Est-ce que ça vous a permis aussi peut-être d'élucider la question qui est quand même à la base de tout ça, c'est la conciliation? Comment est-ce qu'on peut exister entre deux continents? C'est quand même le thème du festival aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'écriture comme lieu d'habitation quand on est dans l'exil, écrire l'exil. Voilà. Est-ce que vous, ces réalités qui finalement se superposent ou qui se suivent, c'est notre vision de l'échelle d'une vie humaine qui ne s'arrête pas de la naissance à la mort? Est-ce que Ben, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est quand on parle de théorie du tout, c'est on a envie de tout unifier en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de tout réconcilier. Est-ce que c'est faisable pour un esprit humain de penser si large justement? Rien que le fait que moi, même si c'est un roman, j'y pense, ça veut dire que oui, c'est faisable. Et c'est ça qui est fort avec l'esprit humain. C'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un qui est capable d'imaginer l'imaginable, mais on est déjà très très loin en fait. On est déjà très très loin. Et donc, à travers ce roman, j'essaie vraiment d'unifier tout le monde. C'est-à-dire que finalement, on est pluriel. Et tout à l'heure, on me disait j'étais habité. Effectivement, si on lit le livre, mais effectivement, j'en parle de ça. On est pluriel, mais certains en ont conscience, certains n'en ont pas conscience. Il y a peut-être une difficulté à faire cohabiter, tout simplement. Oui. Comme on parlait d'avoir deux identités, comme on parlait d'avoir quand même une pensée politique qui reste en Afrique quand on vit dans le Morbihan. C'est ça aussi. Comment est-ce que, tout jeune que vous êtes tous les trois en plus, on finit par voir ça comme une richesse et pas comme quelque chose qui finit par nous séparer des nôtres? C'est une très bonne question. Est-ce que finalement le fait d'avoir une double culture c'est une richesse ou finalement une difficulté? Je considère que c'est plutôt une richesse. Après, tout dépend de la manière dont les parents vont nous éduquer avec ça. Et c'est ce qui va déterminer plus ou moins le fait qu'on soit à l'aise avec cette double culture. C'est que la société va nous renvoyer le fait qu'on est différent. Parmi les gens qui sont de la même couleur que nous, on va être considéré comme différent. Et finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va enrichir un petit peu ces différentes notions? C'est la manière dont nos parents vont nous inculquer la richesse en fait de ces origines. Et je pense qu'il y a finalement, j'ai une phrase qui répond un peu à tout ça, c'est qu'il n'y a pas à choisir, on est la somme des deux. C'est qu'on est véritablement, moi j'ai cette identité congolaise dont je suis extrêmement fière, je suis née au Congo, pur produit du terroir congolais, j'en suis fière et je le revendique. Pour autant,
j'ai grandi en France, en Europe, je suis devenue ce qui a été essentiellement mon environnement. Et il ne faut pas le nier, ça. Il ne faut pas non plus le revendiquer, c'est juste le résultat de ce qu'on devient. Ça pourrait être aussi une forme d'affirmation de soi-même, parce que Christian, vous disiez, bon, moi je vais publier ce livre, peut-être au risque de passer pour fou, ou habiter, ou différent, ou quoi que ce soit. Moi je suis aussi avec Isaiah, mais plus dans le sens où c'est pas, moi je ne pense pas que ce soit, les parents jouent un rôle exactement. Moi je suis métisse, donc concrètement partout où je vais, il y a des différences. Donc que je sois dans la famille de ma mère, de la famille de mon père, ouais t'es noir, ouais t'es blanc, ouais tu sais jamais trop où t'es. C'est pas le parent en lui-même, moi dans mon cas, il n'a pas trouvé mes réponses à moi en fait. C'est moi qui ai trouvé mes propres réponses. Et vous avez trouvé justement? Oui, carrément, moi je m'assume et là je suis en train d'écrire un recueil de poèmes et justement il y a un poème qui s'appelle Métis et il y avait la phrase de Inaya où je suis les deux, je choisis de ne pas choisir en fait. Exactement. Je m'assume, je m'accepte. Tant que la personne s'accepte elle-même, en fait, tout va bien quoi. Les différences, il y en a partout. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement les blancs, les noirs. Il y a des métis. Il y a des métis culturellement, il y a des métis. Bien sûr. Il y a des métis partout. Il y a des mélanges de cultures, c'est partout, les différences, elles sont partout. Maintenant, il faut apprendre en fait à soi-même s'accepter, à se respecter en fait. Et du moment qu'on se respecte, les autres nous respectent. Et du moment qu'on se trouve, on sent déjà qu'il y a du respect. Il y a un changement déjà dans les comportements. Moi, je me rappelle petite, je savais pas trop qui j'étais en fait. Donc, je voulais plaire à tout le monde. Et ça m'a jamais réussi en fait. Et c'est en grandissant, et c'est en grandissant, le jour où je me suis acceptée, en fait, ma vie, elle a changé. Le regard des autres, en fait, a changé. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution. Accepte-toi, en fait. Et écrire, ça devient s'affirmer aussi. Oui. Et écrire également parce que je suis assez timide et je ne suis pas une personne qui veut spécialement donner son avis, en fait. Donc, j'observe beaucoup, j'analyse par rapport à ce que les gens ils vont dire, mais je ne donne pas spécialement mon avis. Et là, j'ai commencé mon Instagram, par exemple, ça s'appelle Exister par Gloria. C'était vraiment un travail que j'ai voulu faire sur moi parce que j'avais trouvé le temps, en fait, quand je suis arrivée en France, parce que moi, à la base, je suis dessinateur au bâtiment, donc j'avais pas trop le temps, je travaillais en Afrique. Et donc là, j'ai trouvé le temps, arrivé en Bretagne, en fait, de faire un travail sur moi. Et donc, ça a commencé par la photo. Donc, je voulais vivre le présent parce que je suis tout le temps, je suis un peu hyperactive, je ne vis pas le présent. Et donc, la photo m'a permis de me calmer, en fait, de me focaliser sur l'instant présent. Et là, j'ai créé mon Instagram Exister par Gloria. Et dans cet Instagram, je voulais donner mon avis. Donc, c'était vraiment une affirmation. Et l'écriture en a découlé, naturellement. Ouais. Là, j'ai donné réellement mon avis. Christian, vous êtes le seul de vous trois à être né en France. Ouais. Pour autant, vous... Ouais, je voyage beaucoup. Ouais. Vous êtes lui aussi, quand même, finalement. Au Cameroun, par la culture, par mes parents, je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a toujours, comme tu l'as dit, il y a toujours cette double culture que j'accepte. Hein. Et après, il y a une phrase que ma mère m'a toujours dit, en fait, c'est comme le racisme, en gros, parce qu'on fait semblant de ne pas en parler, mais en gros, il y a un peu de ça, c'est le fait qu'on soit marginalisé d'un côté comme de l'autre. Mais elle m'a expliqué qu'en gros, c'est comme la pluie. Quand il pleut, on ne peut rien y faire, en fait. Vous pouvez mettre un parapluie si vous voulez, mais ça ne va pas arrêter la pluie. Et j'ai accepté le fait que des gens, finalement, ont le droit d'être racistes. Quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Même moi, j'ai des préférences. Je préfère X ou Y. Et donc, une fois que vous avez accepté ça, vous pouvez avancer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Le problème du racisme, c'est quand vous l'exprimez. Mais chacun d'entre nous, on a des préférences. Chacun d'entre nous, on a des préférences. Et puis, on avance. Moi, j'ai appris à m'accepter. J'ai eu à l'enfance, j'ai eu ces petites anecdotes où on me faisait remarquer que j'avais un gros nez. Bon, aujourd'hui, je l'adore. Ce qui doit être chiant, c'est qu'on vous demande sans arrêt où vous êtes né. C'est une question qui revient surtout en France, qui revient souvent, c'est-à-dire, vous venez d'où? Et jumeau. Ouais. C'est pas sexy, l'enjumeau, ok. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vécu pendant plus de 10 ans en Angleterre, et en Angleterre, where do you come from? And when I say France, there is no problem at all. Ouais. They don't dig it up. Ouais. Mais en France, si je dis, je viens de la région parisienne, come on,
Enfin, oui, mais tu viens d'où en fait? Et donc en gros, et c'est très révélateur. C'est-à-dire que c'est en Angleterre que j'avais la sensation d'être plus français qu'en France. C'est en Angleterre que j'avais cette sensation d'être français. C'est dur à dire. La question des origines, c'est comme le tu, quoi. Le tu vient d'où? Ça doit être des arsenaux quand on est petit. Oui, mais petit et grand. Enfin, c'est moi des anecdotes comme c'est quoi, c'est In the City, Black in the City. J'en ai des tonnes. Moi, je suis déjà arrivé dans des entretiens d'embauche. J'ai plus de 25 ans. On me demande, parle-moi de ton pays d'origine. On mange des baguettes et du camembert. Et puis là, je vois, elle me regarde, elle dit, ah, il est marrant lui. Mais en fait, en gros, il y a vraiment une sorte, à un moment, il y a un certain décalage. Moi, je le prends en rigolant, mais ma réponse était là pour lui faire comprendre qu'attention, en fait, accepte le fait que on soit pluriel, on soit différent. Il y a plusieurs manières d'être français aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'être congolais. Et donc, il faut s'ouvrir à ça. Et je pense que l'éducation, je pense que ça va aller en s'améliorant. Mais c'est comme la pluie. Les gens, ils ont le droit aussi de pas forcément l'accepter. Ils ont le droit d'avoir des stéréotypes. En soi, c'est pas un problème. Pour moi, en soi, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut se sentir en exil quand même, quand finalement on n'est pas du tout en exil, puisqu'on réside dans le pays où on est né, tout simplement? Mais bien sûr, parce que comme je viens de vous dire, j'étais en Angleterre, il y a une journaliste française qui est venue nous voir, les immigrés, les fils d'immigrés français qui se sont expatriés. Elle est venue nous voir. Et tous, on lui a répondu la même chose. On n'est plus français à l'étranger qu'en France. Ouais. Tous, on lui a répondu la même chose. Et tout à l'heure, il y a un lecteur, il regarde le livre, il dit, mais il y a beaucoup de maths dedans. Il me dit, c'est vous qui l'avez écrit? Et je lui dis oui. Il me dit, c'est bizarre, parce que vous, d'habitude, c'est pas trop les maths. Mais il me dit ça d'une manière... Non, mais vous voyez, moi, c'est pas méchant. Parce qu'il est dans... Non, il est dans sa réalité. C'est pas méchant en soi, en fait. Vous pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas conscience. Il n'y a pas de prof de maths qui soit beau gosse, c'est pour ça. Voilà, exactement. C'était le mot que j'en cherchais tout à l'heure, c'est ça qu'elle cherchait aussi. Ça marche. Mais pour moi, c'est la manière dont on m'a éduqué très tôt, ça glisse comme la pluie, ça glisse. Et je peux même pas lui en vouloir. Toi, t'es sensible, tu l'acceptes pas ou tu le prends pas? Ah, mais je suis totalement insensible à tout ça. Et voilà, moi je pense que c'est plutôt toi. Mais là, vous avez répondu quoi, en l'occurrence, à cette réflexion qui sort? Non, mais il était vraiment dans son truc. Hein. Parce que, déjà, pour dire ça à un mec qui me fait 2 mètres sur 2 mètres, je vais te dire, faut y aller. Hein. Et donc, c'est pas méchant. Franchement, je voyais bien que c'était pas méchant. Et même si ça avait été méchant, j'aurais répondu en rigolant, en faisant une petite courbette. Mais il n'y a pas de problème. C'est comme la pluie, il pleut, tu peux rien. Mais s'il avait été insistant, là, on serait rentré dans des invectives. Et là, ça aurait été un peu différent. Mais ça venait un peu du cœur. Ah, je ne savais pas que vous faisiez des maths. Parce que d'habitude, c'est plus les Arabes, c'est plus ceci, c'est plus... Et c'est des histoires que j'ai entendues quand j'étais à l'école. Là, on est dans un salon africain. Juste à côté, il y a des livres... avec des hiéroglyphes, on est là pour apprendre, mais ça fait rien. Il va peut-être apprendre, il va peut-être pas apprendre, mais ça fait rien. Est-ce que, mesdames, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'en tant que femme, justement, on se prend pas un peu ce type de réflexion, les fois deux, parce qu'on est quand même des femmes, et puis il y en a plein qui pensent aussi qu'on est des pintades. Femmes auteurs? Ouais, aux femmes, c'est ce genre de réflexion qui sort de nulle part. Non, après, les stéréotypes qui vont bien. Moi j'ai vécu ça, mais bizarrement c'était pas en Europe. C'est en Afrique même, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des préférences partout, il y a du racisme partout en fait. Donc moi le fait d'être métisse dans mon pays, au Congo, je sais pas, c'est les métisses, elles ont ce qu'elles veulent, les métisses. En fait, il y avait toujours ce genre de petites réflexions, de petits pics, genre je ne méritais pas alors que j'avais étudié, mais c'était pas mon potentiel intellectuel qui faisait que j'avais tel poste, c'était parce que voilà, couleur de peau, c'était parce que j'étais métisse. Ce genre de propos ou de remarques, pour rejoindre un petit peu ce que disait mon collègue à gauche, ça glisse. C'est-à-dire que moi, je l'entends
mais je suis un peu comme toi, je suis totalement hermétique. C'est pas du tout quelque chose qui va me bloquer. Ou alors après, effectivement, si c'est fait avec une certaine agression ou le côté un peu condescendant, là oui, je réponds. Mais ce type de remarque, c'est souvent très ignorant et souvent on se rend compte qu'après avoir échangé un petit peu avec la personne, elle évolue en fait dans sa réflexion. Le racisme, la misogynie, Ouais. c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je sais pas. Moi, en fait, je m'arrête pas spécialement sur les remarques misogynes. C'est ça. Ça glisse comme Ça ça. glisse. Voilà. C'est le Ça terme glisse comme la pluie. de l'entretien, ça glisse. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est pas un problème pour vous de faire coïncider plusieurs identités, ça ne le devient pas pour la personne qui est en face aussi, finalement, parce que vous êtes assez assuré. Hier soir, on était avec Nimrod et il a aussi un parcours de vie qui est émaillé de plusieurs pays, de plusieurs expériences, comme une guerre civile entre les deux aussi, la perte d'un père, etc. Et on en est quand même arrivé à la conclusion qu'en fait l'écriture permettait aussi peut-être de colmater les brèches pour reformer une sorte de grand tout d'identité, de consolation aussi peut-être. Ça permet effectivement de créer des ponts et de balayer un petit peu les préjugés. Il y a des gens qui évoluent après la lecture d'un livre et c'est ça qui est intéressant dans la lecture, c'est que ça apporte de la connaissance. Et ça peut parfois nous faire évoluer. Quelqu'un qui va être fermement raciste et considérer tous les noirs dans le même bateau, etc. Parfois, ils ont la surprise de se rendre compte que c'est écrit par un noir, mon jugement va évoluer. Et pareil, pour ceux qui ont des stigmatisations sur les femmes, parfois, en termes le côté intellectuel et autres, c'est que c'est ça, ça sert la lecture et la culture de manière générale, faire évoluer un petit peu les pensées, donc les mentalités aussi. C'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai qu'on a ce niveau où, à travers le livre que vous avez lu, Les vœux de Monsieur Dawkins et même Génie et folie, je parle de pluralité. Et c'est vrai que dans les vœux de Monsieur Dawkins, finalement, qu'est-ce qui va définir notre humanité? C'est la priorité de nos choix, en fait. On fait un petit pitch, c'est un peu Faust réécrit finalement. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un génie qui arrive et il y a un vœu à exaucer. Un seul vœu et en fait, l'ordre de priorité de vos vœux va définir votre humanité. C'est un peu une sorte d'ADN de vos valeurs. Et c'est là, et votre humanité, elle réside là. Elle ne réside pas sur le fait que tu sois une femme ou un homme. Elle ne réside pas sur le fait que je sois noir ou pas noir. Elle réside vraiment dans tes valeurs internes. Ouais, alors c'est un peu parce qu'on peut dire le premier vœu, parce qu'en fait, on teste le vœu, si ça marche pas, on en prend un autre. On triche un petit peu. Et le premier vœu, c'est paix et amour, en fait, paix et harmonie sur la terre. Et on se rend compte que le résultat. C'est pas ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est souvent on a des vœux, on a des souhaits, on n'est pas préparé finalement à recevoir, on n'est pas préparé à recevoir. Et je coach aussi des entrepreneurs et je leur dis, mais est-ce que tu es prêt au succès? Je me dis, mais bien sûr que je suis prêt au succès. Mais tu sais que tu vas devoir passer par là. Et souvent, ce que je leur dis, il y a des sujets qui sont tabous dans l'entrepreneuriat, le divorce. Personne ne veut en parler. Mais 75% des entrepreneurs, ils divorcent. Et c'est normal. C'est normal parce que vous avez une nouvelle relation en fait. Et si vous n'avez pas préparé votre femme à être polygame, eh ben c'est fini. C'est fini. Et donc, mais. Pour votre mari, ça marche. Oui, non, mais ça marche dans ça marche dans tous les sens. Et donc ça, c'est des trucs. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, on veut beaucoup de choses. Et c'est ça qui va nous définir. Moi, des fois, je suis halluciné. Si je demande des valeurs aux gens, ils vont vous dire des valeurs, des belles choses, etc. Mais si on leur demande d'agir sur ces valeurs, alors là... Voilà, c'est un petit peu... parce que finalement, ce vœu qui est tout méritant qu'il soit, en fait, effectivement, le résultat est quand même... Ouais, c'est triste, c'est triste, mais il n'empêche que ça définit quand même l'auteur. Oui. La première chose à laquelle il est pensé... Mais il se moque un petit peu, le génie, quand même, en réalisant ce vœu qui finalement... Mais c'est ça, c'est là où je m'amuse avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on voyage entre ce qu'on veut, entre la nature de l'homme. Et en ce qui concerne Dawkins, Stanislas Dawkins, c'est vraiment, ok, le mec, la première chose auquel il a pensé, c'est un vœu universel. Combien d'entre nous seraient capables de penser à un vœu universel? Très peu. On y revient dessus quand même. Oui, mais à la base, très peu en fait, aurait choisi ça en premier. Bah oui, on est tous être riches.
Mais très peu. Et Non. non, Il y a moyen. non, oui, mais ça veut rien dire. Il en a même pas Mais je conscience. pense que c'est ton éducation qui fait que ça glisse. Ah, On mais peut bien sûr. t'éduquer à quelque chose et